Chapitre 6. On accédait à la salle d'école par 4 marches. Le mside, longue pièce quelque peu rustique, comportait une vaste soupente. Le maître installa là-haut 2 jarres en poterie vernissée pour recueillir l'huile d'olive que les élèves apportaient par bouteille et par bol. Les grands en avaient la responsabilité. Pour l'achat des nattes neuves, chacun y contribua selon ses moyens. Le père d'un élève exerçait le métier de chauffournier. Il fit don à l'école d'une charge d'âne de chaux. Le lundi, 8 jours avant la fête de l'Achoura, les vieilles nattes furent remisées dans la soupente. Le maître forma des équipes et en nomma les chefs. On emprunta des seaux et des balayettes de doum. Le travail commença. Dans un vacarme d'injures, d'exclamations, de pleurs et d'éclats de rire, quelques-uns s'emparèrent des têtes de loup, hautement perchées sur des roseaux, s'escrimèrent longtemps afin de nettoyer le plafond et les murs de leurs toiles d'araignée. 2 seaux énormes de lait de chaux furent préparés. Une dizaine d'élèves, armés de balayettes, entreprirent de badigeonner les murs. Ils maniaient hardiment leurs balais, éclaboussaient au passage des enfants qui piaillaient. Ils recevaient dans les yeux la chaux vive, se n'était à hurler, abandonnant leur besogne. D'autres les remplaçaient, pleins d'ardeur. Des disputes éclataient. Tout le monde criait à la fois. Parfois, au-dessus de cette marée, grondait la voix du maître. Le bruit cessait 1 seconde, puis reprenait, plus exaspéré, plus aigu. Je réussis à m'emparer d'une balayette, je la plongeai dans le lait de chaux, et tout heureux, je fonçai sur le mur, pour montrer à toutes ces larves comment on badigeonnait sérieusement. Je me heurtais à un rempart de bras roses, de bouches ouvertes, d'yeux exorbités de fureur. Des mains s'agrippèrent à ma balayette. Je résistais de toutes mes forces, mais la lutte s'avérait inégale. Je lâchais le précieux instrument et me trouvais assis dans une flaque d'eau qui me gelait le derrière. Je ne songeais pas à pleurer, je me relevais, décidé à reprendre mon bien. Je me jetai dans la mêlée, mais la voix du maître domina le tumulte. Nous nous arrêtâmes, frémissant de colère, étendant nos bras et nos mains, les doigts écartés. Nous nous mîmes tous à expliquer l'objet du malentendu. Nous demandions tous justice. La voix de chacun de nous essayait de dominer celle des autres. Le maître nous imposa silence, nous releva de nos fonctions et, voyant nos mines dépitées, nous conseilla d'attendre qu'il eût besoin de nous. Nous attendîmes dans un coin. Le fki décréta que seuls les grands étaient admis à passer les murs au lait de chaux. Nous attendîmes jusqu'au soir que le maître nous chargea de rendre le moindre service. Il n'en fut rien. Les murs étaient blanchis. Le lendemain, des équipes furent de nouveau constituées. Chaque groupe avait sa spécialité. Je devins un personnage important. Je fus nommé chef des frotteurs. On procéda au lavage du sol. Une vingtaine d'élèves, chargés d'énormes seaux, faisaient la corvée d'eau. Ils allaient la chercher à la fontaine d'une zaouïa située à 50 pas de notre école. Le sol fut inondé. Je pris très au sérieux mon travail, et pour donner l'exemple, je maniai avec énergie ma balayette. J'en avais mal aux reins. De temps à autre, je me redressais tout rouge. Les muscles des bras me faisaient mal. Au repos, je les sentais trembler. Dans l'eau jusqu'aux chevilles, pieds nus, bousculé par celui-ci, insulté par celui-là, j'étais heureux. Adieu les leçons, les récitations collectives, les planchettes rigides, rébarbatives, inhumaines. Frottons le sol en terre battue, incrusté de poussière et de crasse, orné d'énormes étoiles de chaux, qui résistaient à notre brossage énergique. Aïe! Tu m'as donné un coup de coude dans l'œil. Fais attention, tu m'as mouillé jusqu'à la ceinture. Regarde, Driss, il est tombé dans le seau. Ha ha! Il va se noyer, il va se noyer. Frottez paresseux, paresseux toi-même. Notre coin est plus propre que le tien. Avec des chiffons de jute, nous essuyâmes partout.
Le soir, je revins à la maison, mort de fatigue, mais très fier de ma journée. Devant mes parents, je ne vantais de mes multiples exploits. Je réussis à les convaincre que sans moi, aucun résultat sérieux n'aurait été obtenu. Mon père me félicita. Il dit à ma mère que je devenais vraiment un homme. Je me mis au lit. Pendant mon sommeil, il m'arriva de me mettre sur mon séant, de hurler des ordres, de distribuer des injures. Ma mère me recouchait avec des gestes tendres, des phrases affectueuses. Le matin, je me préparais pour partir à l'école. Ma mère m'en empêcha. Elle m'expliqua qu'elle avait besoin de moi pour l'accompagner à la Kissaria, le marché des tissus. Il était temps de songer à mes habits de fête. J'applaudis avec enthousiasme. Est-ce que j'aurai une chemise neuve? Tu auras une chemise neuve. Est-ce que je porterai un gilet avec des soutaches? Tu porteras un gilet avec des soutaches. Est-ce que je mettrai ma djellaba blanche que tu as rangée dans le coffre? Tu porteras ta djellaba blanche, des babouches neuves que te fabrique Moulay Larbi, le mari de Lala Aïcha, et une belle sacoche brodée. Je me dressais de toute ma taille, je bombais le torse, j'esquissais même quelques pas d'une danse barbare. Je ne me livrais à de telles excentricités que dans des circonstances exceptionnelles. J'allais même pousser un ou deux ululements quand ma mère me rappela à plus de dignité. Fatma Bziouia riait à gorge déployée. Son rire ne me choquait pas. Ce matin, je me sentais capable de bonté, d'indulgence. J'étais d'une générosité sans bornes. Je pardonnais à Zineb dans mon fort intérieur toutes les misères qu'elle m'avait fait subir. Je pardonnais à son chat qui était revenu après s'être débarrassé de son collier. Ma belle chaîne d'or. Je pardonnais au mardi d'être des jours trop longs, à la baguette de cognacier de mordre si souvent la chair fragile de mes oreilles. Je pardonnais aux jours de lessive d'être particulièrement froid et triste. Je pardonnais tout au monde, ou du moins à ce que je connaissais du monde. Je laissais ma mère vaquer à ses multiples besognes avant de se préparer pour sortir, et je montais sur la terrasse où personne ne pouvait me voir éparpillé aux quatre vents l'excès de joie dont je me sentais débordé. Je courais, je chantais, je battais violemment les murs avec une baguette trouvée là par le plus heureux des hasards. La baguette devenait un sabre, je la maniais avec adresse, je pourfendais des ennemis invisibles, je coupais la tête aux pachas, aux prévôts des marchands et à leurs sbires. La baguette devenait cheval et je paradais, tortillant du derrière, lançant des ruades. J'étais le cavalier courageux, vêtu d'une djellaba immaculée et d'un gilet à soutache. Ma sacoche brodée me tirait l'épaule, tant ma provision de cartouches pesait lourd. Je lâchais ma baguette, je dégringolais l'escalier pour répondre à l'appel de ma mère. Quand je l'avais entendue, elle me traitait déjà de juif, de chien galeux et de bien d'autres noms peu flatteurs. Cela ne devait pas être son premier appel. Elle avait dû, comme toujours, m'appâter par des mots gentils, des phrases du genre « Est-ce que mon shérif a assez joué? Mon shérif ne veut-il pas répondre à sa maman? Descends vite, mon shérif. Qu'attends-tu pour descendre, tête de mule? Tu ne m'entends pas, âne à face de goudron? Que t'arrive-t-il, chien galeux? Attends que je monte te chercher. » Juif sans dignité. Dans la fièvre du jeu, l'ivresse de la cavalcade, je n'avais pas entendu toute cette oraison. Seuls les termes insultants de juif et de chien galeux m'avaient brutalement jeté dans le monde du réel. Je rejoignis ma mère, l'oreille basse, le coude levé en bouclier, pour parer à toute tentative de violence. Ma mère, tout en me reprochant avec véhémence ma conduite, se contenta de me prendre par les épaules et de me secouer. Elle était prête pour sortir. Drapée dans son haïk blanc, des babouches noires aux pieds, elle se hâta de se voiler le visage étroitement de cotonnade blanche et nous partîmes. Rama la pria de se renseigner sur les prix actuels des tissus, notamment sur le prix de cette mousseline appelée persil et de ce satin à la mode, qui portait le joli nom de bouquet du sultan. Nous avions déjà parcouru un certain trajet, nous arrivions presque au tournant de la ruelle,
quand Lalla Kanza, la Chouafa, nous rappela. Ma mère répugnait à refaire le même chemin. Elle lui demanda de loin ce qu'elle voulait. De la maison, la principale locataire manifesta son intention de renouveler le stock de ses robes de confrérie. Il lui fallait un nombre important de coudées de satinettes noires pour calmer l'humeur du grand génie bienfaisant, le roi Bel-Lamer. Depuis quelque temps, elle sentait aussi un mal sournois dû à l'action de l'Allamira. Pour faire cesser le mal, une robe d'un jaune de flamme s'avérait nécessaire. Il y avait bien Sidi Moussa à satisfaire, sa couleur était le bleu roi, mais la robe de l'année dernière pouvait encore servir. Donne l'argent à mon fils. Ma mère me poussa dans la direction de la maison. Je pourrais en effet éviter toutes ces courses. La Chouafa me donna l'argent. Elle ne voulait plus acheter que la satinette noire. Enfin, nous nous trouvâmes bientôt dans la rue. Près de Sidi Ahmed Tijani, cette mosquée aux portes richement décorées, une femme se précipita sur ma mère. Elle débordait de joie, remerciait Dieu de nous avoir mis sur son chemin. Elle se pencha sur moi et colla son voile rêche sur ma joue pour m'embrasser. C'était une voisine de Lalla Aïcha, l'amie de ma mère. Les deux femmes s'appuyèrent au mur de la mosquée et entamèrent une longue conversation sur l'affaire Moulay Larbi qui, grâce au dévouement de Lalla Aïcha, s'était si heureusement terminée. Moulay Larbi méritait d'ailleurs un tel sacrifice. Dès que son atelier serait prospère, il ne manquerait pas de racheter à sa femme bijoux, meubles et couvertures. Il n'était pas homme à oublier les services rendus. Toutefois, avant de nous quitter, la voisine ajouta cette phrase perfide. « Mais qui peut se fier aux hommes ? J'ai été marié 3 fois. Chaque fois mon époux ne songeait qu'à me dépouiller du peu de biens que je possédasse. Espérons que Lalla Aïcha n'est pas tombé sur un ingrat et un odieux simulateur. » Ma mère dit sentencieusement, « Dieu seul est juge. » Nous abandonnâmes la voisine bavarde. Les quartiers commerçants avaient un air de fête. Une foule de citadins et de campagnards se pressait dans la rue des épiciers, la place des notaires, le marché des fruits secs. Des âniers poussaient des bêtes chétives lourdement chargées de sacs de sucre, de caisses de bougies, de ballots de cotonnade, de vaisselle de faïence et de bain-blotterie. Il se formait à chaque carrefour un embouteillage compliqué. Nous finissions toujours par nous faufiler à travers les groupes de badauds. Pour circuler plus aisément, j'avais enlevé mes babouches. Je les mis dans mon capuchon. À chaque pas, ma mère me recommandait d'y faire très attention. Je pouvais les perdre dans la bousculade ou me les faire voler. Je la rassurais. Je les sentais battre légèrement mon dos. J'aperçus les premières boutiques de tissus, on les reconnaissait de loin. Les marchands, pour attirer les chalands, accrochaient à leurs auvents des banderoles de soie, des tricots de couleur fanée, des mouchoirs brodés au point plat. La Kissaria, rendez-vous de toutes les élégantes de la ville, me parut contenir les fabuleux trésors de Soleiman, fils de David, des cafetans de drap amarante, des gilets précieusement ornementés de passementerie et de boutons de soie, des djellabas en voile de laine, des burnous somptueux voisinés avec des tulles irisées comme des toiles d'araignée sous la rosée, des taffetas, des satins moirés et des crotonnes aux couleurs sauvages. Le gazouillis des femmes prêtait à ce lieu je ne sais quelle atmosphère d'intimité. Les marchands ne ressemblaient pas à ceux des autres souks. La plupart étaient des jeunes gens, beaux de visage, très soignés dans leur mise, courtois dans leur langage. Ils ne se mettaient jamais en colère, faisaient montre d'une patience sans limite, se dérangeaient pour montrer à une cliente une étoffe posée sur le plus haut rayon, dépliaient la pièce.
la replier pour la remettre à sa place, la cliente ayant déniché sous une pile de soieries une étoffe qui lui plaisait mieux. Nous fîmes 5 ou 6 boutiques avant d'acheter 3 coudées de cotonnade blanche. Elle devait servir à me faire confectionner une chemise. C'était de la cotonnade de bonne qualité, la qualité poisson. Ma mère ne voulait pas d'autre marque. Le marchand nous montra, imprimé en bleu sur une assez grande longueur de la pièce, un poisson avec toutes ses écailles. Le cérémonial du marchandage dura beaucoup moins que lorsqu'il fallut payer le gilet rouge à soutache. Nous nous arrêtâmes devant une dizaine de magasins. Les marchands s'empressaient de nous montrer des piles de gilets de ma taille. Toutes les nuances du rouge défilaient sous nos yeux. Aucune ne correspondait au ton que désirait ma mère. Finalement, elle fixa son choix sur un gilet cerise abondamment orné de serpentins et de fleurons en passementerie légèrement plus foncés que le tissu. Elle m'enleva la djellaba, m'essaya le gilet, me le boutonna jusqu'au cou, s'éloigna pour se rendre compte de l'effet, me fit signe de tourner à droite, puis de tourner à gauche, mit un temps infini à le déboutonner, en fit une boule qu'elle fourra brutalement entre les mains du marchand. Le boutiquier s'informa. « Cet article te plaît-il ? » « C'est le prix qui en décidera, » répondit ma mère. « Alors, je prépare le paquet. Aux clients sérieux, je consens toujours un rabais. Ce gilet est vendu couramment 5 réaux, je te le laisse pour 4 réaux seulement. Coupons court à toute discussion, je t'en offre 2 réaux. Tu ne m'en offres pas le prix de revient, j'en fais le serment. Je ne le céderai pas à ce prix, devrais-je mendier ce soir pour nourrir mes enfants. » Le marchand avait fini de plier le gilet soigneusement et cherchait un papier pour faire le paquet. « Écoute, » dit ma mère, « je suis mère de famille, je m'occupe de ma maison, je n'ai guère le temps de marchander. Voudrais-tu me laisser ce gilet à 2 réaux 1/4 ? Je fais ce sacrifice pour mon fils qui aimerait tellement porter ce vêtement le jour de l'Achoura. Ce garçon me plaît, je ferai un effort en sa faveur. Donne-moi 3 réaux et demi. » Le marchand tendit la main. Il s'attendait à recevoir l'argent. Ma mère lui tourna le dos, me prit par le poignet et m'entraîna quelques pas. « Viens, » me dit-elle, « les gilets ne manquent pas à la Kissaria. Nous trouverons bien un boutiquier sérieux qui sache parler raisonnablement. » Le marchand se mit à nous rappeler d'un ton pressant. « Reviens Lala, reviens donc. Le gilet plaît à cet enfant. Je te l'abandonnerai plutôt que de le priver du plaisir de le porter. » Certes, les gilets ne manquent pas dans les boutiques de la Kissaria. Mais pourras-tu vraiment en trouver de cette qualité ? Admire avec quel soin ont été faites toutes les coutures. Regarde l'exécution des boutons. Prends ce gilet, paie-moi le prix que tu estimes raisonnable. Tu me parais être une shérifa pleine de baraka. Je te demanderai de ne pas m'oublier dans tes prières afin que le prophète intercède en ma faveur le jour du jugement. Ma mère perdait la tête quand d'aventure quelqu'un la traitait de shérifa. Elle fouilla dans ses poches, sortit un chiffon noué plusieurs fois, s'acharna un bon moment à le dénouer. Elle tira 2 réaux et demi qu'elle allongea au marchand sans rien dire. Elle ne prit pas le temps d'écouter le boutiquier réclamer un supplément. Elle se saisit du paquet et m'entraîna. Nous flânâmes encore un moment dans le souk. Ma mère se documenta sur le prix des tissus, les tendances de la mode, la signification de tel ou tel essaim. Nous quittâmes cette atmosphère de faste pour nous trouver dans le quartier des épices. Nous étions près de la Médersa à Tarine, cette belle maison où logent les étudiants, quand je rappelai à ma mère la satinette de l'Alakanza, la Chouafa. Ma mère nous félicita d'avoir une si bonne mémoire. Elle rebroussa chemin. Le long de la rue, elle maudissait toutes les Chouafas de la terre, ces femmes calamiteuses qui ne manquaient aucune occasion de vous empoisonner la vie. Elle se demandait ce qu'elle avait bien pu faire de l'argent de cette maudite sorcière de Kanza, qui pouvait, si elle le voulait, faire ses commissions elle-même. Elle se mit à l'angle d'une boutique,
entreprit de minutieuses recherches, s'énerva, s'agita, lança de nouvelles imprécations contre les Chouafas et leurs acolytes, finit par retrouver l'argent au fond d'une poche de son cafetan. Nous ne tardâmes pas à trouver un marchand de satinettes. Sans discuter le prix, ma mère demanda un certain nombre de coudées. Elle le paya et nous partîmes enfin. La bonne humeur de ma mère avait disparu. Elle ne cessa pas de me gourmander sans raison jusqu'à l'arrivée chez nous. Elle remit à l'Alacanza sa satinette noire, lui rendit sa monnaie et monta l'escalier, gémissant et soupirant à chaque marche. Rama sortit sur le palier. Elle nous invita dans sa chambre. Elle demanda à ma mère de lui montrer ses acquisitions. La chambre de Rama était de même dimension que la nôtre. Une cloison de bois patiné par l'âge la coupait aux 3/4. Derrière cette cloison, Rama entassait ses provisions d'hiver. Elle consistait surtout en pain de sel d'un rose taché de gris et en gratte d'oignons. La pièce, meublée pauvrement de matelas bosselés et d'une natte de jonc, comportait, comme seul luxe, une longue étagère peinturlurée. Cette étagère supportait une dizaine de bols de faïence à fleurs, 2 assiettes décorées de coques superbes et une demi-douzaine de verres en forme de gobelets. Zineb jouait dans un coin avec son chat. Elle lui présentait une minuscule glace. L'animal voyait un œil rond qui le regardait fixement. Inquiet, il allongeait la patte, mais ses griffes grattaient la surface lisse du verre. Il recommença son manège 2 ou 3 fois, regarda derrière le miroir. Le mystère demeurait entier. Il flaira quelques supercheries, se fâcha, cracha des grossièretés dans son langage, partit en flèche, la queue hérissée. Zineb riait aux éclats. Depuis longtemps, je désirais une petite glace ronde comme la sienne. Je n'osais pas demander à maman de m'en acheter une. Elle se serait imaginé que je la désirais pour me regarder et n'aurait pas manqué de me traiter de garçon efféminé. Rama faisait des compliments à ma mère sur ses achats et admirait mon gilet. Il faisait sombre dans cette chambre. Le rouge du gilet prenait des tons de velours cramoisi. Une belle couleur profonde, discrète et royale à la fois qui m'enivrait. Je me sentais gonflé d'un noble orgueil. Ce vêtement était le mien. Le jour de l'Achoura, j'allais éblouir nos amis et connaissances. Les élèves du MSID me parleraient avec déférence. Aux princes de légende, petits et grands, s'adressent avec respect. Ne serais-je pas un prince de légende, avec ce gilet somptueux, ma future chemise de qualité poisson et la paire de babouches que me promettait Moulay Larbi, le meilleur babouchier de toute la ville. Ma mère chuchotait, penchée sur notre voisine à lui frôler la joue. Cela ne me regardait pas. Ce que chuchotaient mystérieusement les femmes dans une pièce sombre ne peut intéresser les petits garçons qui rêvent de devenir princes de légende, vêtus de draps cramoisis. Zineb me fit une horrible grimace. Je lui en fis une encore plus épouvantable. Elle se mit à hurler, à ameuter tout le quartier. « Maman, maman, Sidi Mohamed me fait des grimaces. » J'essayais de me défendre. C'est elle qui a commencé, c'est elle. Personne ne me croyait. J'éclatais en sanglots. Furieuse, ma mère me saisit brutalement par le bras et m'entraîna jusqu'à notre chambre. Elle se plaignait à haute voix de son mauvais destin, de la cruauté du sort, de la vie d'enfer qu'elle menait à cause de moi. Je me demandais avec sincérité ce que je faisais de méchant pour la rendre si malheureuse. Elle m'abandonna dans un coin, me laissa renifler tout à mon aise, le cœur gros, les lèvres boudeuses, et s'enferma dans sa cuisine. J'eus faim à force de pleurer silencieusement. D'ailleurs, l'heure du déjeuner était depuis longtemps passée. Je me mis sur le dos et entrepris de composer un menu fastueux pour le jour où, prince reconnu et aimé, j'aurais à recevoir des personnes de mon rang. Je réfléchis un moment et me dis: les princes mangent très bien chez eux. Je ne les inviterai pas. Mes hôtes seront tous les affamés, les mendiants,
les psalmistes qui font rarement un bon repas. Je leur distribuerai de beaux vêtements, des gilets rouges richement ornementés, des djellabas d'une blancheur de lait, des babouches safran dont le cuir crisse à chaque pas. Je n'oublierai pas de leur offrir des turbans de mousseline. Moi, je serai habillé de blanc. Sur la tête, je mettrai le bonnet conique, d'un rouge amarante, apanage des gens de cour et des derviches. Des esclaves noirs nous serviront dans des plats de porcelaine des... Voudrais-tu te mettre sur ton séant pour manger? Je me redressai. Ma mère avait disposé la table ronde, basse sur pattes. De la viande au navet? Je n'aimais pas les navets. Je pensais refuser cette pitance. Ma mère était assez malheureuse ainsi. J'aurais déclenché une nouvelle crise. Je ne m'en sentis pas le courage. Je fis honneur au repas. La faim qui me dévorait transforma le goût du navet en saveur exquise. Quelqu'un sur la terrasse se mit à chanter. Des lambeaux d'une cantilène, mollement balancés par le souffle du printemps naissant, parvenaient jusqu'à nous. Ma mère s'arrêta de mastiquer, tendit l'oreille. La voix s'éloigna. Un instant après, elle éclata en jets de lumière, chaude, enivrante et nostalgique comme une bouffée d'encens. Ma mère alla se pencher à la fenêtre. Elle appela « Fatma Bziouya, sais-tu qui chante ainsi ?» Lalla Khadija, la femme de l'oncle Othman. Je ne comprends pas qu'elle manifeste tant de gaieté alors qu'elle a épousé un vieillard qui pourrait être son père. Elle n'est pas malheureuse. L'oncle Othman fait ses 4 volontés. Il la traite comme sa fille. Et elle, comment le traite-t-elle? Nos voisines partirent d'un grand rire. Moi, je sais comment elle le traite. La vieille Mbarka, l'ancienne esclave de l'oncle Othman, m'a raconté une histoire fort amusante. Elle est trop longue pour que je vous la répète, répartit Rama. Raconte-la, raconte-la, demandèrent toutes les femmes d'une seule voix. Rama se fit prier un moment, puis elle commença. Vous connaissez l'oncle Othman, un homme qui a vu des temps meilleurs. Ses parents lui laissèrent à leur mort une grosse fortune. Il eut une jeunesse dissipée et mangea capital et bénéfice. Il ne lui resta que la petite maison qui s'appuie à la nôtre. Fidèle, Mbarka partagea la bonne et la mauvaise fortune. Si Othman s'était marié plusieurs fois, mais aucune de ses épouses successives n'avait su en faire vraiment la conquête. Lalla Khadija seule réussit à le dominer, à le faire manger dans le creux de sa main, comme un agneau. Il est vrai que Khadija, si elle n'a pas de fortune, possède au moins la jeunesse et le charme. Patientez, j'en arrive à mon histoire. J'allais me pencher à la fenêtre, aux côtés de ma mère. Toutes les femmes avaient abandonné leur besogne et s'accoudaient aux grilles et balustrades de leur balcon. Lalla Kanza sortit un vieux tapis de prière, s'installa pour écouter dans le patio. Rama, dont on ne voyait que le buste, reprit le fil de son histoire. Nous étions tous pressés de connaître la suite. Si Othman sortit vendredi dernier de bonne heure pour faire son marché, il balançait gaiement son cabas, saluait les uns la main sur le cœur, faisait de larges sourires aux autres, car il connaît tous les gens du quartier. Il arriva à Joutia. Un seul marchand de viande était ouvert. Inutile de vous dire qu'il y avait foule autour de sa boutique. C'était Salem, le nègre. Il brandissait tantôt une hache impressionnante, un coutelas phénoménal. Il découpait de gros quartiers de moutons qui disparaissaient dans les couffins et les cabas des clients. Il y avait foule, je vous dis. Les gens s'écrasaient les pieds avec bonheur, échangeaient courtoisement des bourrades et des mots venimeux. Si Othman, pour attirer l'attention de Salem le nègre, agit les 2 bras, étala sur son visage un large sourire, hurla un ensemble de mots qui pouvaient signifier « avale ton coutelas » ou bien « tu mérites la bastonnade » ou, plus simplement, « donne-moi un gigot ». Le nègre furieux le menaça de loin de sa hache et continua son travail. Tout le monde riait aux larmes. Rama savait si bien raconter. Elle reprit heureuse de son succès. Si Othman recommença son jeu un moment après. Salem montra les dents, leva haut sa hache, hésita entre le désir de l'envoyer à la tête
de ce client désagréable et le devoir de continuer à servir son monde. Le devoir l'emporta, au grand soulagement de Siotman. Un chien, comme il y en a toujours aux abords des boucheries, vint flairer les talons de Siotman. Ce dernier, impatienté, lui envoya un grand coup de pied. Sa babouche sauta. Le chien s'en empara, la saisit entre ses crocs et se sauva. Siotman le suivit clopin-clopant. Nous étions de nouveau pris de fou rire, et Rama dut s'arrêter un instant avant de poursuivre. Il réussit à récupérer sa babouche dans les environs du pont de Bin Lemdoun. De retour à Joutia, il constata qu'il n'y avait plus personne devant la boucherie. Le nègre somnolait, la chéchia sur l'oreille, le chasse-mouche entre les doigts. Au crochet de la boutique pendaient de gros morceaux de mou pour les chats. Il s'aperçut aussi que tous les marchands de légumes dormaient au milieu de cageots vides ou derrière leurs étalages où jaunissaient 3 bottes de radis. Si Othman n'osait pas rentrer bredouille, Dieu seul sait comment Lalla Khadidja l'aurait reçu. Dans un fondouk, il découvrit un bien curieux spectacle. Des gens s'écrasaient les pieds consciencieusement, des aloses naissaient de ce remous, surnageaient un moment au-dessus des têtes et disparaissaient. Si Othman, plein de bonne volonté, attendit longtemps, espérant un miracle. Comme le miracle tardait, les démangeaisons de son nez devinrent intolérables. Il quitta le marché pour se rendre chez le marchand de tabac le plus proche. Il espérait s'envoyer une bonne prise dans les narines. Peut-être s'était-il un peu attardé chez le marchand de tabac. À son retour, plus de poissons et plus d'acheteurs. Les femmes hurlaient de joie. Moi, je trépignais d'enthousiasme, je réclamais la suite. « Continue, continue » disait ma mère. Rama continua. Si Othman se mit en colère, des personnes l'entendirent vociférer des injures. Il brandissait les poings et disait « Le maudit vieillard, avais-je besoin d'écouter le récit de son mariage à ce cocu? Pourquoi m'a-t-il raconté la mort de sa sœur et qu'ai-je à faire avec les fiançailles de sa fille ?» Pour finir, si Othman rebroussa chemin, chez le marchand de menthe du petit carrefour de la rue Saja. Il tomba en arrêt devant une magnifique rose. Il pensa que s'il l'offrait à Lalla Khadidja, elle lui pardonnerait de ne rien rapporter de comestible. J'étais dans la rue quand il entra chez lui, fier de sa belle rose qui embaumait, et j'ai assisté de mes yeux au dénouement. Il entra, puis la porte se rouvrit presque immédiatement, la rose s'écrasa sous ses pieds, puis le turban de Siotman vint la rejoindre, suivi d'un Siotman pâle et défait. Il ramassa son couvre-chef, prit la rose qu'il respira longuement, et me voyant là qui le dévisageait, il me gratifia d'un large sourire. Nous rions à nous tordre. Rama termina ainsi. La rose, le turban et l'attitude de Siotman m'intriguèrent et j'ai demandé à Mbarka ce qui était arrivé. J'ai appris comment Lalla Khadidja traitait son vieux mari. Tout le monde fit des compliments à Rama sur sa façon de peindre les événements les plus insignifiants. Ses propos avaient du sel. Le récit de Rama m'obséda toute la soirée. La nuit, j'y rêvais encore.